À la une ce soir, fin de la grève des agents municipaux de Fort-de-France. Après 4 jours de mobilisation, un protocole d'accord a été signé entre le maire de la ville et la CGT-MSOM en fin d'après-midi. Les services de la ville ont rouvert ce matin. Il y a un mois aujourd'hui, l'ouragan Irma ravageait Saint-Martin. Sur place, la vie reprend peu à peu. L'électricité a été rétablie dans la majorité des foyers, à l'inverse de l'eau potable. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux. La santé mentale et l'oubli chez les seniors au cœur d'un grand débat aujourd'hui. L'Âme d'Or organisait sa dernière journée de rencontres gérontologiques. Des professionnels de santé ont échangé autour de la question. Et puis, les stars du gospel s'apprêtent à enflammer la scène de l'Atrium. La 9e édition du Caribbean Gospel Festival aura lieu demain soir. 3 pointures de la discipline seront présentes. Et David Goma, le fondateur du festival, est notre invité ce soir. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition. Je vous le disais, clap de fin du mouvement social des agents municipaux de la ville de Fort-de-France. Le maire Didier Laguerre et le syndicat CGT-MSOM sont finalement parvenus à un accord en fin d'après-midi. Le protocole a été signé entre les deux parties. Après 4 jours de mobilisation, écoles, crèches et cantines ont repris du service ce matin. Reportage, Louis Sabas. Allez, bois encore un peu. À l'Ermitage, comme dans toutes les écoles foyalaises, c'est l'heure de la cantine. Un retour à la normale après 4 jours de grève des agents municipaux. Mais s'il est de coutume de laisser le temps d'1 ou 2 jours de nettoyage, ce retour sur les bancs de l'école s'est fait quelques heures seulement après l'entente sur la fin de conflit. Le maire a fait le choix d'ouvrir dès ce matin et il a eu raison puisque les 52 établissements que compte la ville de Fort-de-France ont pu ouvrir ce matin. Les agents ont donné un coup de collier pour pouvoir ouvrir à 8 h du matin et que le nécessaire soit fait au niveau du nettoyage. Ces agents des écoles ont d'abord nettoyé les salles de classe, les toilettes bien sûr, et puis après peut-être l'espace cantine puisque c'était à partir de 11h30 qu'on en avait besoin. Une reprise rapide, très rapide même. Car l'ouverture des écoles s'est faite avant même la signature officielle du protocole d'accord entre la municipalité foyalaise et ses agents affiliés à la CGT-MSOM. Les partis ont trouvé un consensus sur l'ensemble des 18 points de revendication présentés par les grévistes, y compris sur celui de l'éclaircissement des attributions du directeur de cabinet, autre objet du conflit à la mairie de Fort-de-France. Le maire a pris la décision de faire cette note pour rappeler au DICAB son rôle de la collectivité foyalaise. On sentait très bien qu'il y avait 2 poids 2 mesures. Il y avait des décisions qui étaient prises alors que le DGS, qui est le chef du personnel, n'était pas au courant. Il y a des décisions qui étaient prises alors que l'élu en charge du personnel, qui a mandat pour gérer le personnel, n'était pas au courant. Donc à ce moment, on se disait qu'est-ce qui se passait et ça va le DICAB automatiquement. Donc là, le maire a rappelé le cadre juridique de la mission du DICAB, mais aussi ce que dit la loi. Le DICAB n'outrepasse pas ses fonctions, Le DICAB a un certain nombre d'interventions qui sont mal interprétées, qui prêtent à confusion, qui peuvent être problématiques. Et donc il était nécessaire de rappeler que le directeur de cabinet n'intervient pas dans la gestion du personnel de façon à ce que ce soit clair pour tout le monde, y compris pour les agents qui n'ont pas à s'adresser au directeur de cabinet pour la gestion de leurs problématiques administratives. Les grévistes ont aussi trouvé satisfaction sur les questions du budget, des conditions de travail ou de l'emploi notamment. Ce vendredi après-midi, il ne manquait plus qu'à signer le protocole qui met officiellement fin au conflit. Et d'un conflit social à un autre, le torchon brûle entre la direction du parc naturel de Martinique et ses salariés. Ils dénoncent le management de leur président, Louis Boutrin, suite au licenciement du directeur général. Pression sur le personnel, climat de terreur, les mots sont forts. La moitié des agents du parc, soutenus par des élus du conseil d'administration, se sont rassemblés hier. Si rien ne bouge, ils prévoient de mettre à exécution leur préavis de grève prévu le 11 octobre prochain. Louis Boutrin, le président du parc naturel, a réagi à ces propos. Il répond à Sandrine Claude. Le licenciement a été signifié à M. Britmer. Avant ça, M. Britmer a été convoqué par M. Alfred Marie-Jeanne, président du conseil exécutif. M. Marie-Jeanne lui a proposé de l'intégrer au sein de la CTM pour sortir par le haut. Le DGS a décliné cette proposition au motif qu'il a effectivement une proposition d'embauche à la CACEM. C'est de l'instrumentalisation. Il y a 149 agents
Et la pétition a été signée par 27 agents. Ce n'est pas juste de dire qu'il y a 50 agents du parc qui sont en grève. C'est que j'ai réuni l'ensemble du personnel et nous avons échangé sur ce qui se passe actuellement. Le personnel qui accomplit une mission très noble, pour laquelle je peux compter sur la fois sur son dynamisme, son expérience, son savoir-faire et sa motivation, demande à travailler dans un climat de sérénité. Une décision ou une sanction, quelle qu'elle soit, si elle fait l'objet d'une contestation, eh bien, les tribunaux sont là pour ça. Donc nous demandons au DGS d'exercer son droit et de faire un recours auprès du juge administratif. Il y a un mois, jour pour jour, le cyclone Irma ravageait l'île de Saint-Martin. Après l'apocalypse, la vie reprend doucement son cours. L'électricité a pu être rétablie dans la majorité des foyers. Ce n'est pas le cas en revanche de l'eau potable et beaucoup de denrées restent introuvables. Alors la solidarité s'organise. Reportage des envoyés spéciaux sur place, Jean-Marc Dabreux et Michelet François. Au quartier de Fires Bay, les équipes d'EDF sont à pied d'œuvre. Un mois après Irma, il reste encore beaucoup à faire. Il y avait un compteur là, mais le compteur est abîmé. Mais il faut alimenter absolument la personne. Donc on vérifie avant de voir le justice s'ils ont une protection à l'intérieur. Et de là, on va directement pour eux. Sur l'île, l'eau est gérée au compte-gouttes. Pour Kelly, c'est un véritable casse-tête. Là, on est obligé d'aller chercher tous les jours, c'est 5 seaux d'eau quand même. Lueur d'espoir. L'électricité rétablie dans son quartier. Bon, allez, on va prendre des carottes. Permet l'achat de produits surgelés. Les rayons frais et ultra frais du seul hypermarché ouvert de l'île en zone française restent désespérément vides. Ouais, tout ce qui est laitier, les produits laitiers, en fait, on les a pas encore. Et apparemment, ça sera la semaine prochaine. Les produits secs et les conserves ne manquent pas. Faire ses courses est redevenu possible, en tout cas pour ceux qui ont les moyens financiers. Ici à Marigot, cette association qui habituellement reçoit des personnes sans domicile fixe s'est transformée en lieu de distribution de denrées alimentaires pour les personnes les plus nécessiteuses. Chérie est venue récupérer de quoi manger pour sa famille. Oh, dans un magasin, ça peut coûter n'importe 50-60 € là. Pourtant, elle travaille, mais son salaire du mois d'août n'est pas encore arrivé sur son compte en banque. Hey, bonjour les enfants. Ouais, c'est mon chèque. Depuis les 4. D'accord. Mais je ne peux pas déposer parce qu'il n'y a pas de la poste, pas de banque. Il n'y a rien qui est ouvert pour jusqu'à maintenant. Ses deux enfants ne sont pas encore retournés à l'école, mais elle s'estime chanceuse. Elle a un toit sur sa tête. À Saint-Martin, la verdure a repris ses marques dans le paysage. Les hommes, eux, tentent de reprendre une vie normale, celle d'avant le 5 septembre 2017. Et hier, nous vous faisions découvrir les visages de Saint-Martinois rapatriés à Paris depuis le passage du cyclone. Depuis 3 semaines, certaines familles logent dans un hôtel près d'Orly. Une solution précaire après plusieurs jours de galère. La bonne nouvelle est tombée enfin ce matin. La semaine prochaine, elles seront temporairement relogées dans de meilleures conditions. Les enfants pourront de nouveau être scolarisés. Reportage de nos correspondants à Paris, Solène Boissé et Tafari Tyrolien. Fini le bruit des avions et la vue sur Orly. Après 3 semaines de galère dans cet hôtel de l'aéroport, Sonia et la quarantaine de rescapés de Saint-Martin vont être relogés dans un château en région parisienne. Les enfants vont pouvoir retrouver le chemin de l'école. C'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas la suite. On parle de la scolarisation des enfants. C'est ça qui est important pour nous pour l'instant parce que les enfants ils restent coincés voilà, donc il y a ma fille qui a 13 ans et Noémie, donc elle passe son brevet cette année, donc c'est une bonne nouvelle pour moi. Ils sont 80 élèves à avoir déjà manqué la moitié du premier trimestre. La solution temporaire trouvée par France Horizon, l'association d'aide aux réfugiés, ne satisfait pourtant pas tout le monde. On avait tous nos vies à Saint-Martin. Donc, on n'aimerait pas être dans un château tous ensemble, qui se transforme en une espèce de dortoir pour tout le monde, et qu'on n'a pas de vie, quoi. Nous allons rentrer un côté et nous pas connaître côté. Mais il faut que chaque monde au côté, chaque monde voulait aller au côté. On doit, parce que nous ne pouvons pas rester même côté. Pour avoir accès à son propre logement, il faut un certificat spécial censé donner la priorité pour les logements sociaux. Mais personne, ou presque, n'a vu ce document. Ils ont dit que c'est un papier bleu. On a le droit reçu ça depuis en Guadeloupe, là. Mais nous n'avons pas reçu ça en Guadeloupe.
Alors maintenant, moi, j'ai besoin de ce papier bleu-là. Alors moi, j'attends, on attend. Je ne sais pas. Pour l'heure, personne ne sait quand ni pour combien de temps ces réfugiés saint-martinois resteront dans l'Oise. Pour ces 40 familles, la galère est loin d'être terminée. De retour chez nous avec cette question d'actualité, puisque nous sommes toujours dans la semaine dédiée aux personnes âgées. Comment prendre en charge et améliorer la santé mentale et l'oubli chez les seniors? À l'initiative de l'Âme d'Or, la 27e édition des rencontres gérontologiques se sont achevées aujourd'hui à l'hôtel de la Batelière. Les professionnels de santé ont échangé leurs expertises sur le sujet. Reportage, Sandrine Claude. L'isolement, la prise en charge ou l'accompagnement des personnes âgées, autant de thématiques abordées lors de ce séminaire. D'autres problématiques habituellement moins exposées sont aussi pointées du doigt, parmi elles la maltraitance vis-à-vis des aînés. J'ai remis donc mon rapport à la ministre la semaine dernière sur les maltraitances financières, qui est un des fléaux le plus croissant. Aujourd'hui, ces maltraitances de la rue quotidienne, ces prédateurs qui sont nombreux, qui peuvent être aussi bien des gens qui ont mission de protéger les personnes et qui s'avèrent devenir des prédateurs, que celles et ceux qui ont choisi d'être des prédateurs professionnels, des délinquants professionnels ciblés sur le grand âge. Pour les professionnels de santé, l'amélioration du cadre de vie des personnes âgées passe par l'application de dispositifs innovants, à l'instar de la méthode Montessori. Il s'agit de sortir d'une posture et d'un système dans lequel les personnes qui présentent des maladies d'Alzheimer, des troubles apparentés, se voient privées de leur capacité de décision, de leur autonomie et de leur indépendance. L'idée de la méthode Montessori, c'est de partir des capacités de la personne et pas de ce qu'elle a perdu, et de se baser là-dessus pour leur permettre de retrouver autonomie et indépendance. On va essayer de changer de posture, nous, et d'être dans une posture dans laquelle c'est eux qui vont prendre les décisions, c'est eux qui vont choisir. Nous, on va les guider pour permettre ça. On va leur permettre de s'engager dans des activités qui ont du sens pour eux, qui partent de leur capacité. On n'est donc plus celui qui fait pour eux et à leur place, mais celui qui va permettre à la personne de faire seule. Pour l'Âme d'Or, à l'initiative de ce congrès, le choix du thème de la santé mentale, plus que d'actualité chez nous, s'imposait. Il est important pour nous, effectivement, de montrer que la réalité, elle est là, et qu'aujourd'hui, le défaut de prise en charge n'est pas lié à une mauvaise volonté des personnels, notamment dans les établissements. C'est qu'on constate que la prise en charge étant tellement importante qu'il faut des moyens supplémentaires. En Martinique, la fréquence de la maladie mentale reste élevée, bien qu'elle soit comparable à la moyenne nationale. Mais en ce qui concerne plus précisément les aînés, à ce jour, aucun chiffre n'a été publié. Et aux côtés des seniors, souvent, il y a ceux qu'on appelle les aidants. Et c'est leur journée aujourd'hui. Ils sont 8 millions en France et de plus en plus nombreux chez nous avec le vieillissement de la population. Des hommes et des femmes qui consacrent leur vie ou une partie de leur temps à s'occuper de leurs proches malades. Voyez plutôt ces réactions recueillies par Sandrine Claude. Je suis famille d'accueil depuis presque 20 ans bientôt. Et je m'occupe de personnes âgées. Donc je les accompagne. En fin de vie, puisque les personnes âgées, quand on les accueille chez soi, c'est pour qu'ils puissent avoir un cadre agréable. Donc j'ai grandi avec la grand-mère de ma mère, mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-oncle. Ces gens-là ont pris soin de mon frère, ma soeur et moi dès notre tout jeune âge. Et ça m'a donné l'amour vraiment et la passion pour la personne âgée. Donc en s'occupant de personnes âgées qui ne sont pas de ma famille, c'est comme si je m'occupais un petit peu de mes aînés, C'est une journée où on devrait marquer la reconnaissance de ce que font les aidants familiaux pour la société. C'est pourquoi l'association est là pour cela, pour rappeler à tout un chacun, à la collectivité territoriale Martinique, CTM, à l'ARS, à la sécurité sociale, à tout un chacun que nous avons besoin de cette petite reconnaissance. Un statut juridique pour nous couvrir. Parce que quand nous avons quand même en face quelqu'un qui est parfois violent, ça c'est difficile, on ne sait plus où s'adresser, on ne sait pas quoi faire. Donc l'association est en train de travailler autour de cela.
On va maintenant s'intéresser à la croissance économique chez nous. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas florissante. L'activité recule de moins 4,6%, et notamment à cause de la forte baisse de l'investissement et de la production de la SARA, de moins 15% des volumes. L'INSEE vient de rendre ses chiffres de 2016 publics. Le PIB, produit intérieur brut martiniquais, baisse de 1,1% après avoir connu une hausse de 5,5% en 2015. En revanche, certains secteurs privés se portent bien, comme le tourisme qui a décollé en 2016. Je vous propose d'écouter les explications du chef du service territorial de l'INSEE de Fort-de-France au micro de Louise Sabas. Les investissements publics chutent parce qu'il y a un certain nombre d'événements conjoncturels qui expliquent cela. Au cours des dernières années, il y a eu beaucoup d'investissements. Donc s'il y en a eu beaucoup avec le TCSP par exemple, les années antérieures, il y en a un peu moins aujourd'hui, ce qui est tout à fait naturel. Ensuite, il y a eu la fusion du Conseil général et du Conseil régional avec la CTM. Donc il a fallu que la CTM, les élus de la CTM s'approprient les dossiers et étudient ce qu'ils doivent faire. Et ça prend du temps. Et enfin, toujours l'aspect démographique qui veut que la population légale baisse en Martinique et donc la contribution de l'État au travers de la dotation globale de fonctionnement, eh bien, elle baisse aussi, donc elle contribue à la baisse de l'investissement public. 7,5% de touristes en plus, donc c'est très important. Des dépenses à hauteur de 330 millions d'euros, ce qui est très bien. 24% de croisiéristes en plus, 6,6% de touristes de séjour, donc c'est très important, c'est une demande importante pour l'économie martiniquaise. Mais il y a aussi le fait que les entreprises se portent bien, la santé financière des entreprises est importante et elles se portent bien. On voit les encours sains aussi des ménages, donc le surendettement a tendance à baisser. Donc pour le reste de l'activité économique, on peut qualifier de privé, mais il n'y a pas de souci, les voyants sont au vert, donc ce qui est assez important. Mais comme la population baisse et que les investissements publics ont du mal à suivre, pour les raisons que j'ai évoquées, c'est compliqué. En global, on a quand même une baisse du PIB de 1,1%. Restez avec nous dans quelques instants, direction la Guyane, où le chantier de la fusée Ariane 6 se poursuit à Kourou, un projet pharaonique, vous le verrez. En Guadeloupe, nous irons du côté de Basse-Terre. 15 jours après le passage de Maria, de nombreuses routes ont été endommagées. L'heure est à la reconstruction. Enfin, dans votre JT des communes, nous suivrons Hubert Bornil sur le site de la Pointe-Marin à Sainte-Anne, où des seniors se sont donné rendez-vous pour une séance en mer, un rassemblement dans le cadre de la Semaine des personnes âgées. Mais pour l'heure, je vous le disais, direction l'île Sœur. Le passage du cyclone Maria il y a 15 jours a laissé des traces sur les axes routiers, notamment à Basse-Terre. Également, la présidente du conseil départemental a fait le tour des principaux chantiers de reconstruction ce matin. Linda Kayarsi l'a suivi, regardez. 4 chantiers majeurs et une ambition à améliorer le quotidien des usagers du Sud Basse-Terre. Aujourd'hui, nous avions commencé des routes, par exemple la route de Boulogne, la première route que nous avons vue, qui était en très mauvais état. Le maire de Saint-Claude nous avait sollicité, il s'était engagé aussi d'ailleurs auprès de ses concitoyens. Donc il était important d'être là aujourd'hui au moment où, dans 15 jours, nous allons vraiment livrer tout marquage, éclairage compris. Nous allons donc livrer à la circulation cette route-là. Et puis par ici, c'est vrai, deuxième station, je dirais, c'était le rond-point que nous avons fait au niveau de Morin, de façon à aussi, là aussi fluidifier et éviter les zones accidentogènes. Des travaux pour certains chantiers longs et coûteux. Le coût de reconstruction du pont des Marsouins, par exemple, avoisine les 4,5 millions d'euros et devrait s'achever fin 2018. Un chantier stratégique pour l'amélioration des voies d'évacuation de la commune de Saint-Claude, confrontée au risque volcanique. Les phases de construction, on va réaliser déjà les travaux de déblaiement et de nettoyage du site pour accéder aux zones de terrassement et de fondation. Après, il y a une seconde phase de fondation, donc on va fonder les culées. Un pont est organisé avec 2 culées et une traverse. Donc la traverse est réalisée avec 2 poutres métalliques qui seront dimensionnées précisément pour recevoir le gabarit de l'ouvrage et un tablier béton qui sera réalisé sur l'ouvrage. La route de Vieux-Fort également fera peau neuve, mais plus rapidement d'ici fin octobre. Quand nous irons à Vieux-Fort, c'est 1,5 million que nous aurons aussi à mettre sur cette route de façon à ce que la circulation se fasse beaucoup plus facilement entre Vieux-Fort et Basse-Terre. Et aussi, je n'oublie pas ceux qui pratiquent le jogging,
le dimanche matin ou parfois très tôt durant toute la semaine. Donc voilà ce que nous faisons aujourd'hui. L'enveloppe globale dédiée aux travaux s'élève à 7,5 millions d'euros. On part en Guyane à présent pour s'intéresser à un chantier titanesque, celui de la fusée Ariane 6, un projet de 650 millions d'euros qui devrait permettre de lancer la nouvelle fusée d'ici fin 2020 pour concurrencer notamment l'américain SpaceX. En avril dernier, le chantier est stoppé un mois en raison d'un mouvement social. Il est reparti de plus belle. Reportage à Kourou de Pierre Tréfou. Voici le chantier de construction du futur pas de tir d'Ariane 6. Le premier coup de pioche de ce gigantesque chantier a été donné il y a 2 ans et c'est Frédéric Munoz, responsable de la sous-direction sol au CNES, qui est en charge du chantier. Eh bien, on est en train de réaliser les infrastructures, le CNES, la direction des lanceurs, sous-direction sol et donc le mandataire principal Eiffage est en train de réaliser les bâtiments, les structures métalliques du bâtiment d'assemblage lanceur et le génie civil qui est en cours de réalisation dernier mois, donc essentiellement ce qu'on appelle les carnaux, donc qui permettent d'évacuer les gaz du lanceur. Donc on est en plein bétonnage, donc on doit faire 35 000 mètres cubes de béton d'ici fin 2018. Ce sont 400 personnes qui travaillent sur le chantier de la prochaine fusée Ariane. Des entreprises locales ont été sollicitées, ainsi que du matériel, comme les toupies qui ont été utilisés pour le forage. Aujourd'hui, toutes les personnes en termes de main-d'œuvre qui sont disponibles sur la Guyane sont sur le chantier. Donc ça fait beaucoup d'intérim, c'est sûr. Maintenant, c'est 75% d'emplois locaux aujourd'hui sur les 400 personnes. Pour creuser ce trou de 35 000 m3, le chantier a été soumis à la réglementation classée de protection de l'environnement. On a des actions à mener pour compenser les effets de l'installation sur le milieu naturel. Et donc on a développé une compensation foncière, c'est-à-dire que pour les 170 hectares de la zone de l'ELA4 que l'on a ici, on a rétrocédé au Conservatoire du Littoral 1300 hectares de foncier au niveau de la montagne des Pères et au niveau de Wayabo. Les travaux ont été réalisés par Eiffage et doivent être terminés fin 2018 pour que les opérateurs puissent réaliser une année de test de tous les systèmes au sol, avant le premier tir d'Ariane 6 prévu fin 2020. Le coût total du chantier réalisé par le CNES et financé par l'Agence spatiale européenne est de 650 millions d'euros. On va parler musique à présent. Le gospel séduit de plus en plus chez nous. Ce style musical s'est développé durant la période d'esclavage aux États-Unis, dans les églises afro-américaines notamment. Chez nous, la 9e édition du Caribbean Gospel Festival aura lieu demain soir à l'Atrium. 3 artistes phares venus des États-Unis, de Jamaïque et puis de France aussi assureront le show. Celui qui est à l'origine de l'événement, c'est David Goma, l'un des 2 fondateurs du festival. Il est notre invité, on le rejoint tout de suite. Bonsoir. Oui, bonsoir Alizée. Et merci d'être présent avec nous ce soir. Merci de m'inviter. Alors, il y a 14 ans, vous décidiez de créer le Gospel Festival de Paris et puis vous l'adaptez ensuite version caribéenne. Oui. Pourquoi avoir fait ce pari ? Sur Paris, en fait, ça nous paraissait naturel puisqu'à la base, nous-mêmes, on est chanteurs de gospel, mon épouse et moi-même, qui avons fondé ce festival. Et donc, après avoir créé une chorale qui s'appelait Kingdom Singers, après avoir mis en place Gospel pour son voix, mon épouse et moi, donc nous avons mis en place la chorale Total Praise Mass Choir. Et ça nous paraissait naturel, vu effectivement l'engouement du festival et tous ces jeunes qui étaient là avec nous, portant ce feu et aussi cette volonté de pouvoir louer Dieu et de pouvoir aussi apporter la convivialité. Le temps était venu de mettre en place en fait un grand festival qui permettait en fait de mettre en exergue tous ces talents. Il fallait effectivement challenger les pointures du gospel américain. Voilà comment est né le Gospel Festival de Paris. Et quelques années plus tard, naturellement, mon épouse étant de la Martinique et en venant ici, en mettant en place notre organisation, le CRC Caraïbes, nous avons mis en place le Caribbean Gospel Festival.
Alors, le gospel est à l'origine, et puis il l'est toujours, un chant spirituel, et puis il l'est avant tout. Oui. De quelle façon le pratique-t-on chez nous, et puis comment expliquer un tel engouement? Vous en parliez justement. Alors, comme vous l'avez dit, c'est vrai que le gospel, c'est effectivement cette musique qui nous vient des États-Unis, qui était à la base quand même un chant culturel africain qui a accompagné les esclaves qui ont chanté le Negro Spiritual, et avec la liberté, donc, est venu ce chant un peu explosif qui est le gospel, pour dire merci à Dieu et chanter effectivement la liberté. Mais selon vous, pourquoi est-ce que ça a pris, entre guillemets, dans la Caraïbe? Est-ce que c'est parce qu'il y a un passé qui se ressemble, un passé commun, selon vous? Non, je ne pourrais pas dire que c'est... Oui, il y a toujours, c'est vrai, cette fibre-là où on peut se reconnaître au travers, effectivement, de cette histoire. Mais le terreau du gospel, c'est d'abord la foi en Dieu et la volonté de louer, d'adorer Dieu. Alors, ce chant a pris, c'est un peu comme le jazz aussi qui a fait le tour du monde, c'est que cette musique, elle est convaincante parce que effectivement, c'est l'expression vraiment des gens qui aiment Dieu et qui aiment la vie, qui aiment la convivialité, la paix. Donc, je pense qu'il y a... Et puis, surtout les jeunes qui se sont un peu, au travers de l'Église, ont pris la liberté aujourd'hui de monter des chorales, d'aller sur les plateaux à l'extérieur. Ça a donné beaucoup d'engouement. Et c'est vraiment une musique qui caractérise l'état d'esprit de ceux qui le chantent. C'est pour ça que vraiment ça prend aujourd'hui, en fait. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas seulement les croyants, il y a aussi les non-croyants qui sont de plus en plus adeptes à ce style de chant. Justement, comment est-ce qu'on le pratique chez nous? Comment est-ce que ça s'étend? Oui, c'est favorable que les gens, effectivement, qui ne sont pas croyants, s'intéressent à quelque chose qu'ils trouvent beau, efficace, parce que c'est aussi le moyen de partager tout ce que nous avons de meilleur. La foi en Dieu, nous la recevons tous pour certains, d'autres la reçoivent au travers des autres. Et puis il y a une dynamique particulière musique, aussi. Voilà, c'est vrai que c'est une musique qui est très conviviale, très puissante. Donc, effectivement, il n'y a pas de problème que ça soit ouvert, en fait. Ça ne peut pas être refermé, même, à notre avis, même l'Église, elle est ouverte pour tout le monde. Donc, effectivement, c'est une musique qui se partage. On était même étonnés nous-mêmes quand on va dans des pays même comme la Tunisie et tout, de voir l'engouement parce que c'est quand même une musique qui est imparable en termes d'effervescence. Donc c'est ça en fait l'argument le plus fort qui fait que c'est une musique qui se partage vraiment universellement. Parlez-nous des artistes qui seront présents sur la scène demain soir. On l'a dit, des États-Unis, de la Jamaïque, de la France aussi. On aimerait en savoir un petit peu plus sur vraiment, nous sommes dans la joie de proposer à cette 9e édition un plateau très fort, très très riche. Donc, Israël Houghton, des États-Unis, une grande star là-bas. Voilà, donc Israël Houghton qui vient notamment de Dallas, donc qui a fait un long voyage pour arriver. C'est quand même un artiste que nous avons espéré sur Paris et qui vient pour la première fois ici à la Martinique. Cela nous fait plaisir car le public de la Martinique le vaut bien. Et donc il est là avec nous. C'est quelqu'un qui est vraiment... Ce sont les porte-étendards aujourd'hui du gospel contemporain, qui a signé beaucoup de chants qui se chantent même dans les églises. Donc il est là avec nous. Et nous avons aussi de la Caraïbe, Chevelle Franklin. Qui était une ancienne artiste de dancehall. Exactement. Donc, qui a été très connue dans les années 80 et qui maintenant, effectivement, s'est tournée vers le gospel et qui vient de la Jamaïque. C'est la deuxième fois qu'elle vient ici à la Martinique. Donc, vraiment, on l'apprécie bien. Donc, elle est là avec nous. Et celui qu'on appelle un peu la pointure du gospel francophone, qui est Marcel Bungu, qui est donc originaire du Congo, mais qui a évolué en France et partout dans le monde, qui est là. Donc, ce sont vraiment 3 pointures pour pouvoir, effectivement, emballer une chorale qui, aujourd'hui, est de réputation internationale, c'est-à-dire Total Praise Mass Choir. Là aussi, nous avons une 40aine de choristes venant de Paris et aussi une 60aine de choristes d'ici. Donc, on aura près de 100 choristes vraiment qui vont enflammer la salle de Tropica Trium. Justement, quels seront rapidement les temps forts demain soir? Les temps forts, c'est que, donc Total Praise va ouvrir le chemin et après on aura une succession de ces temps forts avec ces 3 pointures où chacun va emmener son influence et sa marque. Donc ça sera vraiment un programme. Il faudra s'accrocher parce que je pense que du début à la fin... Combien d'heures de show ? Il faut, en tout cas, 3 heures de show, en tout cas. Donc, déjà, il y a un premier programme l'après-midi où nous avons privilégié un peu les familles, les jeunes, ceux qui veulent venir avec les enfants. Ça, c'est à quelle heure? Ça, c'est à 16 heures. Ce programme-là, il est à 16 heures pour ceux qui, effectivement, même des personnes un peu âgées, peuvent profiter de ce moment-là. Et à 19h30, c'est donc le dernier show qui va donc nous conduire jusqu'à peu près 22h30, 23h. Est-ce qu'il reste quelques places?
Oui, il reste des places. En tout cas, il faut seulement se bouger, il faut se hâter pour pouvoir profiter de ce moment-là. Il y a encore des places. Donc, sur le site de l'Atrium. Donc voilà, le site de l'Atrium, dès ce soir et jusqu'à demain. Sinon, l'espace 90 et puis Monipa, certaines librairies aussi. Mais voilà, là, il faut maintenant se presser. Voilà pour ça. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir en plateau. Voilà, je vous remercie de nous avoir invités. Donc voilà, tous nos artistes sont déjà là et on est vraiment contents parce qu'avec quand même tout ce qui s'est passé dans la Caraïbe, les artistes craignaient un peu, est-ce que les vols sont au rendez-vous? Et bon, par la grâce de Dieu, tout le monde est là et la Martinique aussi est là. Le rendez-vous est donné. À demain. Le rendez-vous est donné demain soir. Merci encore. Vous restez avec nous. On va parler de l'agenda sport tout de suite. Ce week-end sera marqué par la reprise des championnats de volley-ball et de basket. Au menu également de l'athlétisme, du VTT et du trail. Tour d'horizon avec Caril Chassol et José Le Chertier. En volley-ball, après leur périple américain, nos volleyeurs reprennent le chemin des halls. Début ce soir 20h du championnat avec le match Good Luck Paul au lycée de Torail à Rivière-Salée. Demain, 2 rencontres sont prévues à 21h. Chez les femmes, 2 matchs au programme ce week-end, demain et dimanche. En basket également, le championnat de National 3 débute ce soir. Chez les hommes, un match au menu à partir de 20h, USAC US Duco 16 au hall Pélière-Donatien. Suite de cette première journée demain 20h avec 3 rencontres. Chez les femmes, tous les matchs sont prévus à 18h demain. À noter le choc Golden Lion Éclair. Handball féminin début ce soir 20h de la deuxième journée du championnat de pré-national par 2 rencontres. USC Citron UJ Redoute au gymnase de Corridon et RC Lorrain Club Sport au Lorrain. Demain 19h, 2 matchs au programme. Chez les hommes, pratiquement toutes les rencontres se disputent ce soir. À 20h, Sainte-Anne-Cap 110 ASC Ducos au Gros-Morne. À 20h30, TS Franciscain ASC Dillon-Doubout au François. Et à 21h30, 2 rencontres gauloises Éveil de Carabin à Trinité et le choc USC Citron Espoir de Floréal au gymnase de Corridon. En football, la 3e journée du championnat de Régional 1, débutée par le score nul entre le Good Luck et le New Star mercredi, se poursuit ce soir. Un match au menu à partir de 20h, Samaritaine RC Rivière-Pilote à Sainte-Marie. Suite de cette journée demain 15h30 avec 5 rencontres, dont un alléchant Golden Lion Aiglon. Sport en bref pour conclure, il y aura du tennis de table avec la première journée du championnat par équipe, du VTT, le trail Woolib ainsi que de l'athlétisme et le Lambidor. Il est temps de se rendre à présent du côté de vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui débute par ces images d'une action coup de poing à Rivière-Salée. Un escadron de 48 militaires de gendarmerie a investi tôt ce matin la cité Torail pour une opération de lutte contre la délinquance. Plusieurs pelotons de surveillance et d'intervention du marin de Rivière-Salée et du François ont procédé à des opérations de fouille. Bilan 16 munitions de chasse ainsi qu'un sachet de plus de 3 grammes de cocaïne et des armes de poing ont été saisies. Ce genre de contrôle devrait prochainement être reconduit dans d'autres cités. Vous vous souvenez certainement de ces images spectaculaires de l'effondrement de la chaussée à Saint-Pierre suite aux fortes pluies. Afin de rétablir au plus vite la circulation entre Saint-Pierre et le Prêcheur par la voie principale, le maire de la ville a demandé à Alfred Marie-Jeanne l'obtention de moyens nécessaires pour effectuer les travaux. Le président de la CTM s'est engagé à débloquer le fonds de secours d'urgence. L'aide devrait s'accompagner d'une subvention de l'État. Les travaux devant débuter, la municipalité informe donc que la circulation sur cet axe est maintenant rétablie. Maintenant, nous allons tout de suite parler d'une sortie en mer. Nos aînés, nous y revenons une nouvelle fois, toujours dans le cadre de la semaine des personnes âgées qui touche maintenant à sa fin. Hubert Bornil s'est rendu sur le site de la Pointe-Marin à Sainte-Anne où des seniors ont enfilé leur maillot de bain pour un moment convivial et de partage. Vous allez le voir, les images sont signées José Le Chertier. Voilà. Alors Marie-Luce, Suzette, René, il y a Judith également, elles sont toutes là les beautés, elles sont venues aujourd'hui se prendre une main de mer. Alors ça se passe comme ça, au niveau des aînés, c'est l'échange, le partage, et là c'est le club Les Tulipes de Dillon, mais ouais.
Plus de 250 invités, des grands mondes comme on dit sur le site de la Pointe-Marin à Sainte-Anne, il fallait le faire. Cette grosse opération qui s'appelle le Café Senior cette année, où on regroupe en fait beaucoup de seniors qui viennent des autres communes pour passer une journée détente. Un rassemblement qui a permis de mettre en cohésion plusieurs associations foyalaises et visiblement, ça se passe très bien. Quand on vient sortir, je vais à la mer, je ne rate pas ça. Non, je ne rate pas ça parce que j'aime bien la mer, j'aime bien me baigner. C'est bien, ça, c'est bien. Donc, tout le monde content, oui, très bien. Ça va de rhumatisme là, toute bagaille. Les enfants sont au travail, ils ne vont pas partir seuls pour aller se baigner. Alors j'attends ce moment pour pouvoir sortir avec les personnes âgées. Nous avons plusieurs clubs répartis sur les différents quartiers de la ville de Fort-de-France, donc 13. Donc pour pouvoir ramener tout ce petit monde. Donc il y a une pub, une grosse pub à faire pour pouvoir les ramener. En plus, faire la gestion des bus et tout ça. Tout le monde en de l'eau, ça chante, le bonheur est dans la baie. Et on a vite oublié les quelques petits retards à l'allumage au niveau de l'organisation. Il est à 11h, on ne se baigne pas. Alors, les gens étaient impatients, la plupart des gens sont partis. L'essentiel, c'est quoi? Le soleil qui brille pour passer une journée agréable. Ça, c'est normal. Et puis, l'essentiel, quand vous avez vu un bien vieillir comme ça, martiniquais, les personnages dans l'eau, certains qui jouent à la belote, au domino, qui dansent la valse, nous sommes chez nous en Martinique. Voilà, mais en gros, Lambert, ça se passe bien cette journée. Hein, oui, c'est cool, hein, oui, avec ta femme qui est de Montcoubaril. Alors, rivière pilote marin. Oui. Voilà, mais c'est comme ça que la journée se passe, en bon petit moment. Et puis, nous avons un petit frais en bas, pièce de mandat. Cette information pratique à présent, si vous souhaitez faire un don de sang, notez que demain samedi, le camion de l'EFS sera présent à l'hypermarché Géant Robert au centre commercial Océanis. Ce sera de 8h à 13h. Voilà, c'est la fin de cette édition, mais ne bougez pas, on se retrouve tout de suite pour Rendre chez PIA, présenté par Régine Germani. À tout de suite.